Il était assis par terre, les yeux dans le vide, comme s'il s'était matérialisé là juste après l'impact. Je n'ai jamais été quelqu'un avec une tonne d'amis. Mais ceux que je garde, je les garde précieusement. Un soir, je sors du métro à Rotterdam, à la station Blaak, pas loin de chez moi. Je m'apprête à remonter vers mon appartement quand je vois un vieil ami, un ami que je n'avais pas revu en personne depuis plusieurs années, qui descend les escaliers pour entrer dans le métro, juste en face. Je l'appelle par son prénom. Il se retourne, me fait un grand signe de la main, et mime un « appelle-moi » avec le geste de la main à l'oreille, juste avant que les portes du métro ne se referment. Le train repart. Je souris, un peu secoué par le hasard, mais content de cette micro-rencontre inattendue. 30 secondes plus tard, mon téléphone sonne. C'était lui. Il m'appelle pour me dire qu'il vient de me voir monter dans le train qu'il prend pour rentrer chez lui, après avoir été dans un bar. D'après lui, je suis monté dans le wagon, je l'ai vu, j'ai souri, agité la main, fait le signe « appelle-moi », puis les portes se sont fermées et le train est reparti. Sauf que moi, je venais juste de sortir du métro à Rotterdam. Et lui, il vit à Enschede. À plus de 200 km de là. J'étais en train de construire une maison pour mon fils. Une maison perchée, suspendue entre les cimes des arbres, un refuge secret loin du tumulte du monde. C'était mon projet à moi, mon défi. La charpente était presque terminée, et je me trouvais là, sur un échafaudage précaire, haut dans l'air, en train de marteler des planches. Le bruit du marteau frappant le bois résonnait tout autour de moi, un rythme régulier qui semblait faire écho au cœur des bois eux-mêmes. Tout à coup, dans un geste maladroit, je laissai échapper le marteau de ma main. Le temps sembla ralentir alors que je le voyais tomber dans le vide, me frôlant presque. Mon cœur s'emballa dans ma poitrine et, paniqué, je me penchai précipitamment au bord de l'échafaudage en criant, avec toute la peur du monde dans ma voix, « Fais attention !» Je regardais en bas, tout autour de moi, m'attendant à voir mon petit courir vers l'endroit où le marteau allait s'écraser. Mais il n'y avait personne. Pas un bruit. Rien. Seulement le silence des bois. Je pris un instant pour souffler, me sentant un peu bête, mais la peur d'avoir fait une erreur m'envahissait. Avec précaution, je descendis lentement, cherchant mon fils partout autour de la base de l'arbre. Je m'inquiétais, je le cherchais avec les yeux, en vain. Rien. Pas un signe. Le marteau avait dû tomber ailleurs, ou peut-être n'était-il même pas tombé jusqu'en bas. En tout cas, il n'y avait personne ici. Après quelques minutes de recherche infructueuse, je remontai à l'échafaudage, plus calme, mais perplexe. Je décidai que, peu importe où le marteau était tombé, j'allais m'en sortir. Je trouverais un autre outil. Je me mis donc à marteler de nouveau, cette fois avec une autre pince, et je terminai de fixer les dernières planches du toit. C'était une belle sensation, l'achèvement d'un travail bien fait, mais lorsque je regardai en haut, quelque chose m'étonna. Le toit de la maison dans les arbres, là, juste au-dessus de ma tête, accroché à une branche, pendait mon marteau. Il était là, tranquille, comme si un invisible fil l'avait suspendu là, des mètres plus haut, à une hauteur que même un bras tendu n'aurait pu atteindre. Je n'y comprenais rien. Il était tombé. Je l'avais vu tomber. Je n'étais même pas descendu dans un autre sens, il n'aurait pas dû être là. J'ai une histoire que je n'arrive toujours pas à expliquer, et franchement, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il s'est passé ce soir-là. C'était le soir de Noël. Après les repas de famille, je traînais avec un pote. Rien de spécial, juste une balade en voiture, musique à fond, ambiance tranquille. Moi, je regardais par la fenêtre, je faisais un peu de people watching, tu vois. À un moment, on s'arrête à un feu, à côté d'une berline, une voiture familiale normale. À l'intérieur, il y avait un homme, une femme et 2 enfants en bas âge. Une petite scène banale, sauf qu'ils étaient tous déguisés en clowns.
Et pas juste des nez rouges ou des accessoires à moitié, non, le délire complet. Perruque rouge les normes, visage peint en blanc, maquillage criard, les gros sourires bizarres, tout. Une famille entière de clowns. Le soir de Noël. Je suis resté figé une seconde, à essayer de comprendre si je voyais bien ce que je voyais, puis j'ai hurlé à mon pote de regarder. Le truc, c'est qu'il a une phobie des clowns. Vraie phobie. Alors forcément, dès qu'il tourne la tête et qu'il les voit, il pète un câble. Et là, tous, en même temps, ils tournent la tête et nous regardent. Les quatre. Pas un sourire, pas un mouvement. Juste ces quatre visages de clowns figés qui nous fixent. Mon pote a hurlé comme jamais, il a claqué la pédale et a foutu le camp en trombe. On n'a même pas cherché à comprendre. On n'a pas regardé derrière. On a roulé un moment sans rien dire, juste en se demandant si c'était un rêve, un délire, ou autre chose. Et le pire, c'est que je n'ai jamais su pourquoi. Pourquoi des gens étaient déguisés comme ça? Pourquoi à Noël? Pourquoi cette ambiance? C'était trop réel pour être une blague, trop étrange pour être logique. Je pense encore à cette scène parfois. Et je me demande toujours, c'était quoi ce bordel? À cette époque-là, ma chambre donnait directement sur le salon, d'où on pouvait apercevoir la cuisine. Il y avait aussi une petite salle de bain attenante, nichée dans un coin, accessible uniquement depuis notre chambre. Personne ne pouvait y entrer ou en sortir sans passer par là. Un après-midi, je me suis réveillé lentement. Je me souviens avoir pris mon téléphone pour vérifier l'heure, puis j'ai allumé une cigarette. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte de la chambre et je suis allé dans le salon pour monter un peu le thermostat. En passant, j'ai vu mon ex dans la cuisine. Il était debout, concentré sur la cafetière, en train de trifouiller quelque chose. Rien d'inhabituel jusque-là. Puis je l'ai vu quitter la cuisine pour se diriger tranquillement vers l'arrière de la maison, en direction de l'autre chambre. Je lui ai lancé, un peu étonné, « Et t'es déjà debout ?» Il m'a regardé sans rien dire et a continué à marcher, comme s'il ne m'avait pas vraiment entendu. Je suis retourné dans notre chambre, un peu songeuse, et je me suis assise sur le lit. L'ambiance me paraissait étrange, sans que je sache pourquoi. Après quelques minutes, j'ai appelé son nom. C'est là qu'il a ouvert la porte de la salle de bain, encore à moitié endormi, et a répondu simplement « Ouais ». Il était dans la salle de bain depuis le début. Il ne pouvait pas être ailleurs, c'était impossible. Personne ne pouvait y entrer sans que je le voie, et je n'avais entendu aucune porte s'ouvrir. Pourtant, j'étais absolument certaine de l'avoir vu dans la cuisine, de l'avoir regardé dans les yeux, de l'avoir vu marcher dans le couloir. Il y a quelques années, je séjournais dans la caravane d'un ami avec mes parents, dans le Lake District, en Angleterre. Un jour, on a visité Keswick, et là-bas, je suis tombé sur une bague en argent vraiment magnifique et très originale, fabriquée par un artisan local. J'en étais ravi. Le soir même, j'ai retiré la bague et je l'ai posée à côté de la boîte à thé dans la cuisine pendant que j'allais prendre une douche. Mais quand je suis revenu, la bague avait disparu. J'ai eu une grosse dispute avec ma mère. Elle avait rangé un peu la cuisine entre-temps, et j'étais convaincu qu'elle l'avait jetée par erreur à la poubelle ou quelque chose comme ça. Elle était furieuse, elle jurait qu'elle n'avait touché à rien. On a retourné la caravane de fond en comble pour la retrouver. On a fouillé tous les sacs, toutes les valises, tout. 6 mois plus tard, je suis parti en Grèce avec mes parents. J'ai été le premier à entrer dans mon appartement, je logeais seul, eux étaient dans un appartement juste en dessous. Je me suis installé tranquillement, j'ai versé un verre de vin, et j'ai commencé à me détendre. Et là, j'ai vu quelque chose sur le lit. C'était cette foutue bague. Exactement la même. À ma taille, avec les mêmes motifs, les mêmes torsades dans le métal, impossible de me tromper. J'ai flippé et j'ai couru jusqu'à l'appartement de mes parents pour leur demander s'ils l'avaient mise là pour me faire une blague ou quoi. Évidemment, non.
Il n'était même pas monté à mon étage. C'était complètement dingue, et je n'ai toujours aucune explication. Ce n'était même pas la même valise qu'en Angleterre, et j'avais des vêtements d'été pour la Grèce, rien à voir avec les gros pulls et affaires que j'avais au Lake District. Donc même l'idée qu'elle soit restée coincée dans un vêtement que je n'aurais pas déballé ne tient pas debout. Quand ma mère était encore adolescente, ma grand-mère a commencé à faire des rêves récurrents, toujours aussi clairs que troublants. Elle voyait sa fille, toute jeune, vêtue d'une robe de mariée ivoire, debout dans une vieille église baignée d'une lumière douce. À ses côtés, se tenait un homme aux cheveux bruns, au regard calme, vêtu simplement mais avec une certaine élégance discrète. Il portait une casquette de marin légèrement inclinée sur la tête et tenait une pipe entre ses doigts, d'où s'échappait parfois un filet de fumée bleutée. Dans ses rêves, l'homme ne parlait jamais, mais il dégageait une impression de sérénité, de stabilité, presque comme s'il était déjà une part de la famille. Ma grand-mère ne comprenait pas vraiment pourquoi ce rêve revenait aussi souvent, ni pourquoi il la touchait autant. Elle en parlait parfois à ma mère, presque en plaisantant, en lui disant qu'un jour elle épouserait un homme calme, intelligent, probablement un professeur, et qu'il aurait toujours cette étrange casquette vissée sur le crâne. Ma mère, à l'époque, riait de ces histoires, les prenant pour des inventions de l'esprit d'une mère un peu trop portée sur les symboles et les intuitions. Puis le temps a passé. Ma mère a quitté le lycée, est partie à l'université, a voyagé un peu, vécu plusieurs histoires sans lendemain. Et puis, quelques années plus tard, elle a rencontré mon père. Ce n'était pas une rencontre spectaculaire, pas une scène de film romantique. C'était lors d'un colloque universitaire, à une table où ils se sont retrouvés assis l'un à côté de l'autre, un peu par hasard. Il était discret, presque réservé, mais passionné par son sujet. Brun, regard attentif, voix posée. Il portait une casquette de marin, une vieille habitude qu'il traînait depuis ses années d'étudiant et, à la pause, il est sorti fumer une pipe qu'il avait roulée lui-même. Ce n'est que bien plus tard, après plusieurs mois de relation, que ma mère a repensé au rêve de sa propre mère. Elle en a parlé avec elle, un peu surprise, un peu troublée. Ma grand-mère a simplement haussé les épaules, comme si tout cela n'avait rien d'extraordinaire. Mon père n'était pas encore professeur quand ils se sont mariés. Il finissait son doctorat, donnait quelques cours à l'université, mais rien d'officiel. Pourtant, quelques mois plus tard, il obtenait un poste. Et il n'a jamais remis la pipe à la bouche après le mariage, ma mère l'a gentiment convaincu d'arrêter, pour sa santé. Il a gardé la casquette, en revanche, comme une signature silencieuse, un clin d'œil au destin. Cette histoire ne m'est pas arrivée directement, mais elle concerne des personnes que je connais bien. À l'époque, j'avais 16 ou 17 ans. Une collègue de ma mère, avec qui je n'avais pas de lien particulier mais que je croisais de temps en temps, a raconté qu'elle m'avait vu un soir au supermarché, pendant qu'elle faisait ses courses. Selon elle, on s'était croisés dans une allée, à quelques mètres l'un de l'autre. Elle m'aurait même salué, mais j'aurais simplement continué mon chemin sans réagir, comme si je ne l'avais jamais vue de ma vie. Le lendemain, intriguée, elle a demandé à ma mère pourquoi je ne l'avais pas reconnue, sachant qu'on se croisait de temps à autre lorsqu'elle l'aidait dans leur boutique pour porter des choses lourdes. Ma mère lui a assuré que ce n'était pas possible, que j'étais resté à la maison toute la soirée et que je ne m'étais pas absenté. Ce détail a laissé un certain malaise. La femme, elle, n'a pas insisté, mais elle a ajouté que, pendant cette étrange rencontre, elle avait ressenti une nausée soudaine, un malaise diffus qu'elle ne s'expliquait pas. Quelques années plus tard, une autre femme que je connaissais vaguement m'a dit, un peu par hasard, qu'elle m'avait souvent aperçu marchant à vive allure dans un grand parc près de chez elle, en fin d'après-midi, comme si je faisais de l'exercice. Elle m'a raconté qu'elle m'avait vu la veille au soir, passant tout près d'elle. Curieuse, elle avait pensé me rattraper pour me saluer, mais en s'élançant, une sensation de vertige et de nausée l'avait brusquement freinée. Elle s'était assise sur un banc pour reprendre ses esprits, et quand elle avait levé les yeux, j'avais disparu. Elle m'a raconté tout ça d'un ton naturel, sans chercher à dramatiser, mais moi, je suis resté sans voix. Le plus troublant, c'est que je ne me suis jamais promené dans ce parc.
Je le connais, je suis déjà passé devant en voiture, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Les deux événements se sont produits à plusieurs années d'intervalle et dans des endroits complètement différents. Pourtant, à chaque fois, c'était moi ou quelque chose qui me ressemblait au point de duper des gens qui m'avaient déjà vu de près, plusieurs fois. Il y a quelques semaines, j'ai échangé ma vieille voiture contre un modèle neuf chez un concessionnaire dans le Tennessee. Cela faisait des années qu'elle m'accompagnait, mais j'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai rempli tous les papiers, remis les clés, et suis parti avec ma nouvelle voiture. J'étais un peu triste, mais aussi excité à l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Une semaine plus tard, après avoir déménagé en Virginie, je suis allé visiter une église pour la première fois. J'ai garé ma nouvelle voiture, je suis sorti, et je me suis arrêté net. Juste à côté de ma voiture, il y avait ma vieille voiture. Même modèle, même couleur, et même la petite bosse à l'arrière. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis allé faire le tour pour m'assurer que je ne rêvais pas. La seule différence, c'était la nouvelle plaque d'immatriculation. J'ai regardé à l'intérieur par la fenêtre et j'ai vu la même petite rayure sur le tableau de bord. C'était définitivement ma vieille voiture. Je suis resté là, avec une sensation étrange de connexion et un peu perturbé. Parmi tous les endroits où elle aurait pu se trouver, ma vieille voiture était garée juste à côté de ma nouvelle dans un état totalement différent. Je n'ai jamais su qui était le nouveau propriétaire, mais j'ai eu l'impression que ma vieille voiture m'avait suivi. C'était comme une étrange coïncidence, presque comme si la voiture n'était pas prête à dire adieu. Parfois, j'y repense, en me demandant quelles étaient les chances que cela arrive. J'avais 15 ans quand je suis resté plusieurs jours à l'hôpital après une mauvaise chute. J'étais tombé en arrière d'une hauteur de presque 3 mètres, atterrissant brutalement sur le dos et la tête, sur du béton. Le choc avait été si violent que je suis resté inconscient pendant un long moment. Je ne reprenais connaissance que par brèves périodes, incapable d'avaler quoi que ce soit, ni nourriture ni eau. L'équipe médicale était inquiète, ils m'ont passé plusieurs scanners, pensant que mon cerveau avait été gravement endommagé. Apparemment, mon lit était sécurisé, barrière latérale relevée, et des sangles pour m'empêcher de tomber, car mon équilibre était totalement perturbé. On m'a dit plus tard qu'il était pratiquement impossible que je me lève seul. Et pourtant, ce souvenir, ce moment, j'y étais. Je me suis levé. Lentement. Je suis passé au-dessus de ma mère, qui dormait sur un matelas posé au sol, juste à côté du lit. Puis je suis allé jusqu'à la fenêtre. C'était l'aube. Le ciel était pâle, encore teinté de rose, et les collines au loin baignaient dans une lumière douce, presque irréelle. En bas, je voyais les voitures alignées dans le parking, les arbres qui bordaient le mur extérieur, et au-delà, les petites maisons, les routes sinueuses, la nature qui s'étendait jusqu'au flanc de la colline. Et je ne ressentais rien. Aucune douleur, aucune peur, aucune question. Juste une clarté pure. C'est comme si tout avait été effacé. Je n'avais plus de souvenirs, plus de repères, mais je savais que j'étais là. Je me sentais vivant, pleinement, sans le poids de ce qui m'avait précédé. C'était limpide. Comme un redémarrage. Comme si tout ce que j'étais avait été mis à zéro. Ce n'était ni un rêve ni une hallucination, je sais que j'étais là. Je l'ai vu. Je l'ai senti, au plus profond de moi. Ce moment, je le porte encore, comme un éclat figé dans le temps. Et pourtant, je ne me suis jamais levé. Mon corps était incapable de bouger, j'étais encore sous surveillance, avec assistance pour chaque geste. Mais ce souvenir reste plus réel que n'importe quel autre. C'est difficile à expliquer. C'était comme découvrir une vérité ancienne, silencieuse, mais indiscutable. Les semaines suivantes, j'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à me repérer. La rééducation a été longue. Et même aujourd'hui, 20 ans plus tard, il m'arrive encore d'avoir des pertes d'équilibre. Il y a peu de temps, je suis retourné à l'hôpital pour accompagner un ami. En traversant le couloir, j'ai reconnu l'étage, la lumière du matin, mais ce n'était pas le bon côté. Pourtant,
j'ai eu des frissons. Comme si mon corps se souvenait avant moi. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris, pour la première fois, que j'avais une âme. Ou quelque chose qui s'en approche. Ce genre de choses que la plupart des gens découvrent autrement, sans passer par une chute brutale. Moi, c'est là, dans ce silence suspendu au bord de la fenêtre, que j'ai commencé à vraiment exister. C'était le jour après mon anniversaire, et je l'avais passé chez ma petite amie. Je devais me lever vers 5 heures du matin pour aller travailler, mais je ne me sentais pas fatigué du tout. C'était une journée très froide, environ -5 degrés Celsius. J'ai monté le chauffage de ma voiture presque au maximum, et tout se passait bien. Puis, tout à coup, je ne sais pas si c'était à cause d'un micro-sommeil ou autre chose, mais je conduisais normalement, puis soudainement, je me suis retrouvé beaucoup plus loin et à environ 2 mètres de percuter une voiture sur la voie de gauche. J'ai perdu mon rétroviseur gauche dans le processus. J'ai crié comme une fille et j'ai appuyé sur les freins. J'ai paniqué et essayé de m'éloigner, mais ensuite je me suis retourné et j'ai vu un homme dans l'autre voiture. Je vois cette image très précise de la voiture juste devant moi, c'était une berline blanche. Mais ensuite, il y avait une autre voiture endommagée avec un conducteur à l'intérieur, dans la trentaine. Je suis allé vers lui, et il m'a demandé ce que je faisais. Je m'excuse et lui ai dit que je couvrirais les dégâts. L'homme semblait vraiment effrayé, mais je me sentais étrangement calme, presque comme si tout cela se passait comme dans une histoire. J'ai même plaisanté, en disant « Désolé, mec, je ne sais pas ce qui s'est passé ». J'ai proposé de payer pour ces dommages et de passer à autre chose, ce qu'il a accepté. Je n'ai pas tout de suite raconté cet incident à mes parents. Je suis juste passé à autre chose. J'en ai parlé à mes amis proches, mais à ma grande surprise, ils ont réagi de façon très étrange. Ils n'arrêtaient pas de me demander pourquoi je suis retourné voir le type. Seule ma petite amie a eu une conversation rationnelle avec moi. Bref, j'ai commencé à remarquer que les choses semblaient un peu différentes. Par exemple, mon père a l'air beaucoup plus jeune que ce qu'il était il y a même 7 ans. Je veux dire, il paraît littéralement plus jeune que ce que je me souviens de lui. En plus, j'ai vu que j'avais joué à Darkest Dungeon la semaine dernière, ce qui est étrange, car j'avais totalement oublié que ce jeu était dans ma bibliothèque. Mais le plus étrange pour moi, c'est que les gens autour de moi semblent connaître une version différente de moi. Par exemple, je ne me souviens pas avoir gagné beaucoup d'argent au casino, malheureusement, je ne l'ai plus parce que je l'ai dépensé, et je n'ai pas le souvenir de rencontrer mes amis avec ma petite amie à un endroit précis plusieurs fois, mais mes amis et ma petite amie se souviennent de ces moments en détail. Ils se rappellent même des histoires auxquelles j'ai participé, mais je ne les connais pas du tout. J'ai déjà eu des expériences de mort imminente, mais cette fois, ça me semble étrange. Le plus bizarre, c'est que j'ai l'impression de paraître légèrement différent de ce que je me souviens. Ma voix est un peu plus grave, et les gens disent sans cesse que j'ai toujours eu une voix plus grave. Alors que pas du tout. Cela s'est passé il y a maintenant plus d'1 mois. Depuis, j'en ai parlé à beaucoup de gens, mais je ne leur ai pas mentionné les changements étranges que j'ai remarqués en moi. J'essaie d'ignorer ces choses, mais parfois, je me sens vraiment isolé, comme si mon passé avait été modifié pour éviter cet accident de voiture. Dernière année de lycée. Pause déjeuner, 30 minutes chrono. Avec mon pote, on décide de filer jusqu'au MC-Do. En temps normal, c'est déjà 10 minutes de route, donc rien que l'aller-retour, c'est 20 minutes. Mais en plus, on s'arrête chez moi, qui est pile entre le lycée et le MC-Do. Je cours à l'intérieur, je chope un t-shirt propre, je me change vite fait, et on repart direct. On descend la rue, et là, un type derrière nous commence à nous coller au pare-choc. Mon pote ou moi, je sais plus, lui fait un doigt d'honneur. Le mec devient dingue. On se retrouve arrêté à un feu, et lui de l'autre côté de la rue. Il sort un truc, on jurerait que c'était une arme. Peut-être que c'en était une, peut-être pas, impossible à dire à cette distance. Sa femme, assise côté passager, commence à lui hurler dessus. La tension monte, puis redescend.
Chacun repart de son côté. On finit par arriver au McDo, on commande à bouffer, et on mange sur le parking. De toute façon, on savait qu'on était déjà à la bourre. Aucun moyen de vérifier l'heure, pas de montre dans la voiture, nos téléphones étaient restés dans nos casiers au lycée, et on n'a jamais été les élèves les plus ponctuels du coin, faut être honnête. Mais là, en retournant au bahut, on découvre que tout ça, les allers-retours, l'arrêt chez moi, l'histoire de dingue avec le mec et sa peut-être arme, la bouffe, s'était passé en 18 minutes. Pile. C'est totalement impossible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, on en parle avec mon pote. On rigole en disant qu'on a traversé un trou de verre ce jour-là, ou que ma vieille Nissan, qu'elle repose en paix, avait un mode voyage dans le temps secret. Y a pas d'explication rationnelle. Mais c'est arrivé. Dans ma région, il y a plusieurs ruchers éparpillés un peu partout, souvent tenus par des apiculteurs discrets. Un jour, mon ex et moi, on roulait tranquillement sur une petite route de campagne qu'on ne connaissait pas, juste pour explorer un peu les environs. C'était en fin d'après-midi, la lumière commençait à baisser, ce moment un peu flou entre le jour et le soir. En passant près d'un champ ouvert, on a tous les deux aperçu une vieille femme, seule, habillée tout en noir, debout près de quelques ruches, à une 50aine de mètres de la route. Elle semblait s'occuper des abeilles, mais ce qui nous a figés, c'est qu'elle était littéralement couverte d'abeilles. Des centaines, peut-être des milliers d'entre elles tournoyaient autour d'elle, se posaient sur elle, comme si elle ne faisait qu'un avec elle. J'ai ralenti la voiture, intrigué, presque hypnotisé. Le champ était désert, sans arbres, sans abri, rien autour, juste cette silhouette immobile sous un nuage d'abeilles. On la regardait tous les deux, silencieux, jusqu'à ce que soudain, les abeilles se soient envolées d'un seul coup, comme dispersées par une force invisible. Et elle n'était plus là. Plus de vieille dame. Plus rien, si ce n'est les ruches, toujours à leur place. On s'est regardé, sans trop savoir quoi dire. On avait vu la même chose. Ce n'était pas une illusion, pas une ombre. Elle était bien là, et ensuite, elle ne l'était plus. Et surtout, il n'y avait aucun endroit où elle aurait pu se cacher ou disparaître sans qu'on la voie. Le champ était totalement ouvert. Il m'arrive parfois de faire des rêves qui ne prennent tout leur sens que bien plus tard. Des semaines, parfois même des mois après. Sur le moment, je ne m'en souviens pas vraiment, c'est comme si le rêve disparaissait dans un coin oublié de ma mémoire. Jusqu'au jour où la scène se déroule exactement comme dans ce rêve, et là, tout me revient. D'un coup. Précis, net, comme si je l'avais déjà vécu. La toute première fois que ça m'est arrivé, j'étais en 6e. À ce moment-là, je siégeais au fond de la classe, plutôt discret, et c'est durant cette période que j'ai rêvé d'une conversation avec ma prof. Rien de marquant sur le moment. Juste une discussion banale, elle me parlait d'un devoir à rattraper parce que j'avais manqué quelques jours. Ce genre de choses arrive. Le rêve m'avait semblé sans importance, à tel point que je l'avais presque aussitôt oublié. 2 semaines et demie plus tard, on m'avait déplacé au premier rang, et j'étais encore un peu déboussolé par le changement. Et c'est là que ça s'est produit. La prof s'est approchée, un devoir à la main, et m'a parlé exactement comme dans mon rêve. Même ton, même mot. Et moi, je l'écoutais sans vraiment l'écouter, figé, les yeux dans le vague. Tout me revenait en mémoire. Je connaissais déjà cette scène. J'ai même fini par lui dire, un peu nerveusement, que j'avais rêvé de cette conversation il y a quelque temps. Elle a souri, surprise, puis a eu exactement la même réaction que dans le rêve, la même expression, le même petit hochement de tête, comme si tout était déjà écrit. Depuis ce jour-là, ça m'arrive de temps en temps. Toujours de la même façon. Le rêve se perd dans ma mémoire, noyé dans la routine, puis il ressurgit au moment exact où la scène se reproduit dans la réalité. Je suis là, dans un moment anodin, et soudain je sais ce qui va se passer. Début du mois dernier, j'ai voulu régler une facture en ligne, comme je le fais depuis des années.
Tout semblait normal jusqu'à la dernière étape du paiement. Là, la page est devenue instable, les éléments se sont affichés de travers, puis un message d'erreur est apparu. J'ai tenté plusieurs fois de réessayer, en vain. Le site semblait défaillant, alors j'ai laissé tomber pour la journée. 2 jours plus tard, je retourne sur le site pour refaire le paiement. Cette fois, tout se passe normalement. Je reçois mes confirmations habituelles, une notification par texto, un email, comme d'habitude. Rien d'étrange. Ce n'est que quelques semaines plus tard que quelque chose m'échappe. Je consulte mes emails et je tombe sur un message de la société concernée. Le ton est pressant, presque menaçant. On me rappelle que la facture est toujours impayée et on me suggère de mettre en place un plan de paiement. C'est incompréhensible. Je suis client chez eux depuis près de 10 ans, je n'ai jamais été en retard. Je vérifie immédiatement mon compte bancaire, aucune trace du paiement. Pire encore, les notifications que je croyais avoir reçues, textos et emails, ont disparu. Comme si elles n'avaient jamais existé. Je finis par régler la facture une seconde fois, pensant que j'ai sans doute fait une erreur. Peut-être que j'ai simplement cru avoir validé le paiement sans l'avoir vraiment fait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine dernière, je reçois mon relevé de carte de crédit. On m'informe que je n'ai pas payé le dernier solde et que des intérêts me sont maintenant facturés. J'ai un doute, je vais chercher la facture en question. Elle est là, dans mon salon, ouverte, mais la vis de paiement encore à l'intérieur, intacte. Comme si je ne l'avais jamais emmenée. Sauf que cette carte-là, je ne la paie jamais en ligne. Depuis qu'un problème de paiement est survenu il y a des années, je me rends systématiquement en personne à mon établissement bancaire. Je suis en situation de handicap, je ne peux pas conduire. C'est toujours un membre de ma famille qui m'accompagne pour ce genre de démarche. Et lui aussi se souvient très bien du jour où nous sommes censés avoir payé cette facture. On se rappelle précisément la conversation qu'on a eue sur le chemin. On se souvient d'avoir fait quelques courses juste après. Il n'y a aucun flou dans nos souvenirs. Mais tout indique que ce paiement n'a jamais eu lieu. Pas de traces dans les systèmes, la facture est encore chez moi, et pourtant, j'ai le souvenir net, comme gravé, d'avoir été là-bas. Pas seul, à deux, avec les mêmes souvenirs partagés. Il y a plusieurs années, je vivais en Californie et je travaillais dans un café situé au cœur du centre-ville, dans un quartier historique de la ville. C'était un job que j'adorais. L'équipe était géniale, et le café lui-même occupait le rez-de-chaussée d'un très ancien bâtiment, qui avait autrefois été un hôtel au XIXe siècle, mais qui avait depuis été transformé en appartement, loft, et ce grand café chaleureux au coin de la rue. Comme j'étais du matin et que j'habitais à seulement quelques pâtés de maison, j'étais toujours programmé pour l'ouverture, à 4h15 du matin. C'était l'horaire que personne ne voulait, mais que moi, je préférais. J'adorais marcher dans les rues encore endormies, avec cette sensation étrange d'avoir toute la ville pour moi. Le centre-ville d'ordinaire si bruyant, si vivant, devenait un décor figé, presque irréel, baigné dans le silence. C'était comme traverser une ville fantôme. Chaque jour, j'arrivais 10 à 15 minutes en avance et j'attendais mon manager sur la terrasse, devant le café encore fermé. On n'était que 2 à assurer l'ouverture, et il avait souvent quelques minutes de retard. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais bien ce moment rien qu'à moi, à regarder la ville encore noire et calme. Mais un matin d'hiver, alors que je marchais vers le café, quelque chose m'a frappé. Toutes les lumières du café étaient allumées. La façade vitrée brillait de l'intérieur. C'était lumineux, vivant, comme en pleine journée. J'étais en avance, comme d'habitude, et j'ai été surprise de voir que mon manager m'avait devancé et avait déjà tout allumé. Je me suis approché, j'ai tiré la porte, fermée à clé. Rien d'inhabituel jusque-là, on gardait toujours les portes verrouillées jusqu'à l'ouverture officielle à 5h. Mais là, j'ai entendu de la musique à l'intérieur. Des chants de Noël, forts, clairs. Ce n'était pas normal. On ne les lançait jamais avant 9h, par respect pour les résidents des appartements au-dessus. Mais ce matin-là, la musique tournait déjà à plein volume.
J'ai frappé à la porte. Rien. J'ai regardé à travers la vitre, cherché une silhouette. Personne. J'ai frappé encore, toujours rien. J'ai fait le tour et frappé à la porte de service, même résultat. Et c'est là que j'ai entendu des voix, venant de l'arrière du café, du côté de la cuisine. 2 voix d'hommes, en train de discuter et de rire, franchement. C'était étrange, on était censé être que 2 le matin, mon manager et moi. J'ai pensé qu'il avait peut-être appelé un remplaçant. Mais ce qui me gênait, c'est qu'ils étaient tous les 2 dans la cuisine, à l'arrière. Et que l'ouverture du café se faisait toujours à l'avant, lancer les machines, sortir les viennoiseries, préparer le comptoir. L'eau du robinet se mettait à couler par moments, des bruits de vaisselle résonnaient, comme si quelqu'un faisait la plonge à 4 heures du matin, avant même qu'un seul client n'ait posé un pied dans la boutique. Je commençais à perdre patience. L'heure de pointer approchait. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon manager. Pas de réponse. Alors j'ai appelé directement le café. Ça a sonné, 1 fois, 2 fois, 5 fois, personne. J'ai réessayé. Toujours rien. Et pendant tout ce temps, les rires, la vaisselle, la musique continuaient à l'intérieur, comme si j'étais invisible, ou comme si personne n'entendait mes coups à la porte ni le téléphone sonner. Puis, soudain, des phares se sont reflétés sur la vitre. Je me suis retourné et j'ai vu la voiture de mon manager. Il est sorti en vitesse, l'air gêné. « Désolé, je suis en retard, j'ai fait au plus vite », a-t-il dit en s'approchant, ses clés en main. « Je sais que t'es énervé, je te jure que je serai à l'heure demain. Même en avance. » Mais moi, je n'arrivais plus à parler. Je me suis retourné vers la vitrine et j'ai eu un véritable choc. Le café était plongé dans le noir complet. Aucun bruit. Aucune lumière. Pas un son, pas une voix. La musique, les conversations, les éclats de rire, tout avait disparu. Il n'y avait personne à l'intérieur. Absolument personne. Mon manager a ouvert la porte, et on est entré dans un café désert et glacé de silence, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Je n'ai rien dit. Pas ce matin-là, ni les jours suivants. Mais je n'ai jamais oublié cette scène. Ce moment où quelque chose a existé, ou a semblé exister, juste avant de se dissoudre dans le silence. J'étais dans ma chambre. En plein hiver, en soirée, tout était fermé, fenêtres, portes, pas de ventilateur, pas de courant d'air. L'air était parfaitement immobile. Je sais pas si c'est un truc que d'autres filles font aussi, ou si je tiens ça de ma mère, mais j'ai cette habitude de laisser mon soutien-gorge pendre au niveau de la poignée de porte du placard, histoire de l'aérer un peu. Un des bretelles était accroché à la poignée, le reste tombait tout droit, suspendu, comme d'habitude. Il était là depuis le début de la soirée, totalement immobile. Et d'un coup, sans avertissement, il s'est mis à se balancer. Pas juste un petit frémissement. Non. Il est passé de complètement immobile à un mouvement net, précis, comme un pendule. Presque à 45 degrés sur la gauche, puis à droite, puis encore à gauche. Plusieurs fois. Toujours dans un mouvement bien droit, sans tourner ni vriller sur lui-même. Comme s'il était suspendu à un fil invisible, tiré d'un côté, relâché, puis de l'autre. Et puis, plus rien. Il s'est arrêté. Comme s'il n'avait jamais bougé. Je suis resté figé à le regarder. Il n'y avait rien qui aurait pu provoquer ça. Aucun souffle d'air. Aucun mouvement. Rien. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Et je n'en ai jamais vraiment reparlé. Mais ce mouvement, je m'en souviens très précisément. Trop précis pour être un hasard, trop silencieux pour être normal. Quand je vivais encore avec mon père, bien avant qu'il ne décède, je somnolais dans ma chambre, la télé allumée avec le volume très bas. À un moment donné, le son est monté d'un coup, puis est redescendu, avant de remonter à nouveau. Pensant que j'étais allongé sur la télécommande, je me suis mis à la chercher,
mais je l'ai vite repéré par terre. J'ai baissé le volume, changé la position des piles au cas où, puis je me suis recouché. Quelques instants plus tard, rebelote, le volume se met à jouer au yo-yo. Là, je me redresse, un peu agacé. Je me dis que les piles doivent être faibles, donc je me lève pour éteindre la télé. Et c'est à ce moment-là que ma porte s'ouvre brusquement, et celle de mon placard grince en s'entr'ouvrant. Je suis resté figé sur mon lit pendant quelques secondes. J'ai appelé mon père et ma sœur, pensant que l'un des deux avait ouvert ma porte pour je ne sais quelle raison. Aucune réponse. Alors j'ai pris mon courage, et mes fesses, à deux mains, et j'ai filé dans le couloir jusqu'à la chambre de ma sœur. Je l'ai réveillée, un peu paniquée, et elle m'a juste lancé un « t'es vraiment un bébé ». Elle est quand même venue voir, a vérifié ma chambre, puis est revenue me dire que je ferais mieux de passer la nuit avec elle. C'est la seule à être au courant de ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé à apprendre le croate tout seul, j'avais pris l'habitude de rentrer du travail chaque jour avec quelques mots nouveaux en tête. C'était ma petite routine, je les répétais mentalement sur le chemin du retour, et je tentais de les retenir en les réutilisant dès que possible. Un jour, j'ai appris le mot pour lapin, zek. Rien à voir avec le mot anglais rabbit, ça se prononce plutôt comme zit. C'était un mot complètement nouveau pour moi. En arrivant à la maison ce jour-là, ma chienne sautillait dans la neige épaisse du jardin, bondissant comme un vrai lapin. Sans trop réfléchir, je l'ai regardée et je l'ai surnommée Bijlizek, ce qui veut dire lapin blanc en croate. Je lui ai dit ça peut-être 5 ou 6 fois, tout seul, à voix haute, pour rire. Il n'y avait personne d'autre à la maison. Plus tard dans l'après-midi, ma petite sœur est rentrée de l'école. Elle avait 10 ans à l'époque. Elle est atteinte de trisomie 21, et elle a toujours eu des difficultés à parler, elle n'arrive souvent à prononcer qu'un mot ou deux à la fois, et même là, c'est parfois flou. Elle ne parle ni l'anglais, ni aucune autre langue vraiment couramment. Mais ce jour-là, en arrivant, elle est montée directement dans ma chambre. Elle a pointé ma chienne du doigt, et là, avec une clarté qui m'a figé sur place, elle a dit « White Rabbit ». Mot pour mot. Clair comme de l'eau de roche. Je suis resté bouche bée. Je ne lui avais jamais dit ce surnom en anglais, et c'était littéralement le premier jour où j'apprenais ce mot en croate. Il n'y avait aucune raison qu'elle puisse connaître cette expression. Aucune façon logique qu'elle l'ait entendue quelque part. Je te jure que j'ai eu des frissons. Depuis, ma sœur continue de nous étonner. Parfois, elle dit ou fait des choses qui n'ont aucune explication rationnelle, comme si elle captait le monde différemment, d'une façon qui nous échappe. C'est une histoire étrange que ma mère me raconte encore de temps en temps, et qu'elle n'a jamais su expliquer. Apparemment, je n'avais que 5 ans à l'époque. Désolé si c'est un peu long, mais c'est une histoire qui m'a toujours marqué. Ma mère est hôtesse de l'air et parle couramment français. On est américain, mais comme elle avait l'habitude de voyager souvent à Paris, on y allait régulièrement en famille. On logeait chez une amie à elle, dans son appartement. Pour y accéder, il y avait un raccourci, un petit passage incliné entre deux portails. Ce n'était pas vraiment une ruelle, mais plutôt une sorte de rampe discrète. Ma mère et moi l'avons emprunté plein de fois, à toutes heures du jour et de la nuit, sans jamais que ce soit inquiétant ou bizarre. Un soir, alors qu'on retournait à l'appartement pour rejoindre mon père et ma petite sœur, ma mère s'apprêtait à prendre ce raccourci, comme d'habitude. Mais là, comme elle le raconte, je me suis arrêté, j'ai pointé du doigt le passage, et j'ai dit qu'il y avait un lion là-bas, et qu'il allait nous manger. Elle dit que j'étais vraiment catégorique. Pour moi, il y avait un lion, c'était hors de question qu'on y aille. Pour éviter une scène, elle a décidé de faire le tour par le chemin plus long. Mais une fois qu'on est passé par l'autre côté, par curiosité, elle a voulu aller voir le passage depuis l'autre extrémité. Et c'est là qu'elle a vu 3 hommes qui traînaient près d'un coin du mur, un endroit invisible depuis l'entrée du raccourci. Elle a tout de suite senti dans son instinct que ces mecs n'étaient pas là par hasard, et que si elle était passée par là, seule avec un enfant, quelque chose de grave aurait pu se produire.
Elle n'a jamais compris comment j'avais su. Et moi non plus. Je repense parfois à cette histoire, et je me demande ce que j'ai vraiment ressenti ce soir-là. Mon nom a tendance à se perdre. Souvent. Mon gouvernement a du mal avec mon nom, mon université aussi, ma banque, ma pharmacie, peu importe l'institution, mon nom finit toujours par disparaître quelque part. J'ai l'impression que c'est à cause d'une vieille malédiction écossaise liée à mon nom de famille, oui, une vraie, documentée au XIIIe siècle, lancée par un dignitaire religieux, mais ça pourrait aussi simplement être parce que mon nom n'est ni assez unique, ni assez courant. Ils se font dans la masse. Ça peut ne pas sembler surnaturel, mais quand ton université t'annonce 2 fois que tu n'es pas étudiant chez eux, alors que tu es en 2e année de licence et 3e année à fréquenter l'université, ça commence à ressembler à un bug. Ils n'ont littéralement pas réussi à me trouver dans leur système. J'ai dû leur montrer mon emploi du temps et mes mails officiels pour prouver que j'existais bel et bien. Ils ont fini par devoir me réinscrire manuellement, alors qu'on était déjà 2 mois dans le 2e semestre. Rebelote 1 an plus tard, 1 mois après le début du 4e semestre. Pas assez étrange? Ok. Je vais à ma banque, la même agence que je fréquente depuis 9 ans. Client depuis plus de 20 ans. Ils avaient mis à jour leur système informatique. Résultat, mon compte n'avait pas été transféré. Pour eux, je n'existais plus. La guichetière m'a dit que j'étais la première personne chez qui elle voyait ça. L'agence du revenu, l'équivalent du fisc? Chaque année à la période des impôts, c'est pareil, je dois les appeler parce que mon compte n'existe pas. Quand ils finissent par me trouver, c'est comme s'ils avaient dû déterrer mon dossier dans une archive oubliée d'un autre temps ou d'un autre monde. Même la pharmacie a perdu mes infos plusieurs fois. J'en ai changé. Résultat? Même chose. Ça arrive si souvent que je ne suis même plus surpris. J'ai mémorisé mon numéro d'assurance, mon numéro de permis, mon numéro de santé, par nécessité. Parce que c'est quasiment garanti que quelqu'un, quelque part, va me dire « on ne vous trouve pas ». Quand j'en parle à ma mère, elle me dit « c'est officiel, tu es vraiment maudit ». Franchement, parfois, je me dis que je ne suis peut-être pas censé exister, ou alors je me suis retrouvé dans le mauvais univers. J'étais à l'université, assis dans une salle de séminaire en attendant ma copine. Elle avait un peu de retard, et on s'était donné rendez-vous là pour aller déjeuner ensemble après le cours. Comme toujours, j'avais gardé le siège à côté de moi libre pour elle. Quand elle est finalement arrivée, elle a scanné la salle des yeux, l'air un peu pressé, puis elle s'est dirigée vers la rangée où j'étais assis. Mais au lieu de venir vers moi, elle s'est assise un peu plus loin, à 2 sièges de distance. J'ai été surpris. J'ai pensé qu'elle ne m'avait tout simplement pas vu, qu'elle s'était installée un peu au hasard. Je me suis légèrement penché pour essayer de croiser son regard, pour qu'elle se rende compte que j'étais juste là. Quand nos regards se sont enfin accrochés, elle m'a fixé avec une expression d'incrédulité. Elle avait l'air franchement désorientée. Puis elle s'est reculée un peu dans son siège et a tourné la tête vers le type assis à côté d'elle. Elle m'a regardé à nouveau, l'air de dire « Tu vois ce que je vois ?» Le gars à côté d'elle, c'était moi. Enfin, quelqu'un qui me ressemblait trait pour trait. Même visage, même corpulence, même coupe de cheveux, même style vestimentaire. Exactement ce que je portais ce jour-là. C'était comme si j'étais assis à 2 endroits à la fois. Ma copine m'a expliqué qu'en entrant, elle m'avait vu, ou plutôt, elle avait cru me voir, et s'était naturellement installée à côté de lui. Elle lui avait dit bonjour, mais il avait juste hoché la tête sans vraiment réagir, comme si elle s'adressait à un inconnu. C'est ce qui l'avait perturbé. Ce n'est qu'en voyant mon vrai visage quelques sièges plus loin qu'elle a compris qu'elle s'était trompée. Ou plutôt, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Ce gars-là est resté jusqu'à la fin du séminaire, silencieux, sans interagir avec personne. Puis il s'est levé et est sorti de la salle comme n'importe quel autre étudiant. Ni elle ni moi ne l'avons jamais revu après ce jour-là.
Et on n'avait jamais remarqué quelqu'un qui me ressemblait autant avant ça non plus. On en a reparlé plusieurs fois depuis, mais on n'a jamais trouvé d'explication rationnelle. Ce n'était pas une ressemblance vague. C'était moi, jusqu'au moindre détail, sauf que ce n'était pas moi. Je suis plutôt passionné de muscu. Dès qu'on entre dans mon appart, juste en face de la porte, il y a une petite étagère à chaussures. C'est là que je garde tout mon matos de sport, bande de genoux, ceinture lestée, ceinture de force, élastique, gants de boxe, chaussures, etc. Et sur le dessus de cette étagère, je laisse toujours ma carte de la salle. L'étagère est noire, la carte est noire et rouge, donc le rouge ressort bien. Il y a environ 6 mois, impossible de mettre la main sur ma carte. J'ai fouillé tout l'appart. Normalement, elle est toujours sur l'étagère, mais il m'est déjà arrivé de la poser dans mon portefeuille ou sur la table de la cuisine. Mais là, même après avoir tout fouillé, rien. Durant les 4 semaines suivantes, j'ai dû chercher encore 5 ou 6 fois. Ma copine de l'époque m'a même aidé à la chercher plusieurs fois. Nada. À force, je me suis dit qu'elle était perdue, point. Un jour, je décide de faire une dernière recherche à fond. Toujours rien. Je me rends donc à la salle, et j'explique à l'accueil que j'ai perdu ma carte. Sauf que j'avais oublié mon portefeuille, donc je leur dis que je repasserai la prochaine fois pour payer une nouvelle carte. Je fais ma séance, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, et là, juste devant moi, posée sur l'étagère noire, exactement à l'endroit habituel, ma carte de gym. Je suis resté bouche bée. J'ai même appelé ma copine pour lui demander si elle l'avait retrouvée ou si elle l'avait vue. Elle m'a rappelé qu'on l'avait cherchée ensemble plusieurs fois et qu'elle était introuvable. C'était trop bizarre. Et franchement, c'est loin d'être la seule chose étrange qui s'est passée dans cet appart. Quand j'étais enfant, quelque part entre 8 et 12 ans, on rangeait tous nos jeux de société dans mon placard. Ils étaient empilés sur une étagère bien trop haute pour moi, je devais monter sur la pointe des pieds pour en attraper un. Avec le temps, ils ont commencé à prendre la poussière. J'étais le plus jeune, mes frères et sœurs sortaient souvent, ils n'en avaient plus rien à faire de ces jeux. Et moi, Ben, je pouvais pas y jouer tout seul. Alors ils restaient là, rangés, oubliés. Mais je les voyais tous les jours en prenant un t-shirt ou un pull, et à force, je savais exactement où chacun était posé, comme une photo imprimée dans ma tête. Une nuit, je dormais profondément. J'étais encore préado, sûrement autour de 10 ou 11 ans. Et là, je me réveille en sursaut à cause d'un bruit énorme qui vient de mon placard. Un fracas violent, comme si quelque chose venait de tomber ou de se briser à l'intérieur. J'étais pétrifié. Il faisait noir, tout était calme, la maison entière dormait. Ma porte était fermée, je savais que personne n'était entré. Et pourtant, ce bruit, j'étais cloué sur place. Paralysé par la peur. Le genre de peur viscérale, qui te serre la gorge, qui t'empêche de bouger ou même de respirer normalement. Je transpirais. Et pas question d'ouvrir le placard. Même allumer la lumière, c'était hors de portée de mon courage. Je suis resté là, tendu, figé dans mon lit. Et à force d'être vidé par la peur, j'ai fini par m'endormir à nouveau. Le lendemain matin, j'ouvre le placard. Et là, je vois un des jeux de société au sol, complètement ouvert, avec les pièces éparpillées partout. Comme s'il avait vraiment chuté. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait le plus froid dans le dos. C'est que ce jeu-là était en bas d'une pile de 3 ou 4 autres. Et eux, ils étaient toujours là. Bien empilés, exactement comme avant. Comme si on avait retiré celui du bas, sans bouger les autres. Tu vois le truc ? Ces boîtes n'avaient pas bougé depuis des mois. Il n'y avait aucun monde logique où ce jeu pouvait tomber tout seul. Et c'est pas le genre de blague que mes frères ou sœurs auraient faite, surtout pas au milieu de la nuit, en silence, juste pour laisser le jeu là et repartir. Et même si c'était le cas, comment ils seraient ressortis sans que je les voie ou les entende ?
Il y a quelques années, je partais travailler à l'étranger pour une longue mission, 2 ans à l'étranger. Juste avant mon départ, mon père m'a offert un collier avec un pendentif de Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. Un petit objet plein de sens. Je l'ai porté tous les jours. Jusqu'à ce que la chaîne casse. Je m'en souviens très bien. Elle s'est rompue net, et le pendentif est tombé. Il n'y avait pas de fermoir, juste des maillons classiques, donc pour le remettre, il aurait fallu le réparer. Je l'ai mis de côté, toujours avec moi, mais inutilisable. Il y a quelques mois, de retour aux États-Unis, j'ai décidé de le faire réparer. Je l'ai emmené avec moi en voiture, posé dans le porte-gobelet en attendant de passer chez le bijoutier. Arrivé devant la boutique, je le prends dans la main. Et il est intact. Pas un seul maillon cassé. La chaîne était complète, fermée, comme neuve. Je l'ai retourné dans tous les sens, essayé de voir s'il y avait un lien tordu, une trace de réparation ou quelque chose d'anormal. Rien. Et je me souvenais très bien de la cassure, nette, irréparable sans soudure. Et pourtant, il n'y avait plus rien. Juste mon collier, entier, comme si rien ne s'était jamais passé. Je le porte en ce moment même. Au collège, quelques potes et moi étions en route pour le centre commercial, Asquette. On traversait un quartier résidentiel, dans la rue, tranquillement. C'est là qu'une voiture a commencé à reculer d'une allée, pile devant moi, côté droit de la chaussée. Il y avait des voitures garées le long du trottoir, donc je ne l'ai pas vue avant que l'arrière n'apparaisse littéralement sous mon nez. Par réflexe, et franchement, pas le bon, j'ai tourné à droite, j'ai tapé le trottoir de plein fouet, mon skate a filé tout droit, et moi j'ai été projeté dans les airs. Pas vers le haut, mais sur une trajectoire assez plate. J'ai fermé les yeux et attendu le choc. J'ai atterri violemment sur le dos, dans la pelouse bien entretenue du type qui venait juste de reculer devant moi. Le souffle coupé, mais rien de cassé. Je m'en sortais bien. Mais en me redressant et en regardant autour de moi, un truc m'a glacé. J'étais de l'autre côté d'une clôture. Pas juste un petit grillage, une barrière en fer forgé, montée sur un muret en briques, avec des haies derrière. Facile 3 mètres de distance depuis le trottoir. Et je n'avais aucun souvenir de l'avoir franchi. Aucun bruit. Aucune égratignure, rien. Il n'y avait tout simplement aucune logique. Il n'y avait aucune raison que j'aie pu sauter au-dessus de la voiture, du trottoir, de la haie, du muret et de cette foutue clôture, tout ça en un vol plané déclenché par un simple choc contre le bord du trottoir. Et pourtant, j'étais là, de l'autre côté seul, à me demander ce qui venait de se passer. Pendant mon stage à College City, je prenais régulièrement la ligne de transport en commun pour me rendre sur mon lieu de travail. Un jour comme les autres, alors que j'étais assis près de la fenêtre, mon attention a été attirée par un homme en face de moi. Ce n'était pas un visage familier, mais il détonnait dans le décor. Il portait un costume brun à motifs complexes, presque d'un autre temps, avec une élégance presque théâtrale. Ce n'était pas seulement son style vestimentaire qui ressortait, il consultait régulièrement une montre à gousset, avec des gestes mécaniques et précis, comme s'il était en retard pour un rendez-vous très important. Nous sommes descendus tous les deux à l'arrêt School Avenue. Lui a immédiatement pris de l'avance, marchant à grands pas, presque en courant. Il avait l'air pressé, nerveux même. C'est là que tout a basculé. Sans ralentir, il a traversé la rue, droit devant lui, sans même regarder autour. J'ai cru qu'il était fou. Un fourgon de chantier arrivait de la droite, il l'a esquivé de justesse. Mon cœur battait la chamade parce qu'un autre véhicule, une voiture, fonçait dans sa direction depuis la gauche. Mais au moment où le fourgon m'a brièvement caché la vue, il a disparu. Je ne parle pas d'une disparition dans la foule, ni d'un pas de côté derrière un lampadaire ou une ruelle. Je veux dire, il n'était plus là. Littéralement. J'ai scruté la rue, les trottoirs, le moindre recoin possible. Rien. Le van est passé,
et derrière lui, plus aucune trace de l'homme au costume brun. Pas de corps, pas de bruit de choc, pas de silhouette s'éloignant en courant. Rien. Je suis resté planté là un moment, complètement perdu. J'ai même attendu que le feu repasse au vert, scrutant les visages des passants, cherchant une explication rationnelle. Il n'y en avait pas. Un jour, en pleine forêt, 2 personnes sont venues jusqu'à ma maison. Elles étaient habillées de t-shirts blancs et de pantalons kaki. Je me souviens particulièrement d'un des hommes, mais l'autre semble changer d'apparence dans mes souvenirs. Ils ont dit qu'ils effectuaient une enquête obligatoire sur un échantillon aléatoire de jeunes pour des statistiques gouvernementales et que j'avais été sélectionné. J'ai raconté ça à ma mère, qui a parlé avec eux et m'a dit que tout allait bien. Nous sommes allés sur la terrasse arrière, et ils avaient un vieux laptop, c'était autour de 2004, et on posait des questions très générales. Rien de vraiment intrusif ou étrange, juste des questions qu'un médecin pourrait poser. Ensuite, je ne me souviens de rien. Ni de leur départ, ni d'une conversation avec ma mère à ce sujet, jusqu'à il y a environ 3 ans, quand j'ai mentionné l'incident à ma mère et plaisanté en l'accusant de les avoir envoyés pour voir si je buvais ou si j'avais des relations sexuelles. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Aujourd'hui encore, elle nie catégoriquement connaître quoi que ce soit à propos de cet événement, et je suis certain de ne pas avoir rêvé. Mais ce souvenir me semble juste, différent des autres. Ce n'est pas flou ou lointain, juste différent. Il y a quelques années, je suis sorti avec une fille que je connaissais depuis un moment. On n'était pas des inconnus, elle était une amie de mon frère et, avant qu'on se mette ensemble, on avait une sorte d'amitié flottante, un truc un peu ambigu mais jamais vraiment défini. Notre premier rendez-vous a été, bizarre, dans un sens presque irréel. On discutait tranquillement, et à un moment, elle me dit qu'elle avait fait un rêve étrange à mon sujet, la nuit précédente. Ce qui m'a marqué, c'est que moi aussi, j'avais rêvé d'elle cette même nuit. Un rêve tout aussi bizarre. Elle commence à raconter le sien, sans se douter une seconde de ce qui allait suivre. Je conduisais la voiture de mon prof, je ne sais même pas pourquoi. J'essayais de te retrouver, on était au téléphone. Tu me disais que je venais de passer devant ton appart, mais moi je voyais rien autour, juste des routes vides, comme si j'étais perdu au milieu de nulle part. J'étais super confuse. Et là, sans vraiment réfléchir, je réponds. Je me rappelle qu'on était au téléphone. Je te voyais passer devant chez moi encore et encore, mais tu n'étais pas dans ta voiture habituelle et tu semblais complètement paumé. Elle me fixe, bouche entrouverte, comme si je venais de lui sortir une blague étrange. Sauf que je ne plaisantais pas. J'ai senti une tension silencieuse s'installer, ce petit vertige quand on réalise qu'on vient de toucher à quelque chose de complètement inattendu. Et puis, ça m'a frappé d'un coup, on a fait exactement le même rêve. Ce n'était pas un rêve symbolique ou flou, mais une scène identique, vécue de 2 points de vue différents. Et ce n'était pas un cas isolé. Au fil de notre relation, qui a duré un bon moment, on a partagé 4 ou 5 autres rêves, toujours sans prévenir, sans signe avant-coureur. Parfois on en parlait au réveil, parfois des jours plus tard, et à chaque fois les détails concordaient, les lieux, les dialogues, les sensations. À 23 ans, j'ai participé à un atelier d'1 semaine à l'étranger, à Barcelone, dans le cadre de mes études. L'atelier se tenait dans un coin assez reculé de la ville, un quartier dont je n'avais jamais entendu parler avant. J'étais certain que je n'arriverais jamais à retrouver cet endroit par moi-même un jour. Et puis la vie a suivi son cours. 15 ans plus tard, je décroche un poste à Barcelone. À l'arrivée, je me rends à l'hôtel près de mon nouveau bureau, et là, je réalise que je suis littéralement en face du bâtiment où avait eu lieu cet atelier. Le même quartier que je croyais perdu, que je pensais ne jamais revoir. Je reste dans cette entreprise pendant 3 ans. Puis le contrat se termine, et je pars à l'étranger. Nouveau pays, nouvelle vie, pour 5 années entières. Il y a environ 1 mois, je suis contacté pour un entretien d'embauche. Le poste m'intéresse, je décide de tenter le coup.
Et où se trouve l'entreprise? Juste au coin de la rue du fameux atelier. Encore ce quartier. Encore ce même endroit, que le hasard semble ne jamais vouloir lâcher. Aujourd'hui, je suis en plein processus de recrutement. Et franchement, je commence à me demander si c'est seulement une série de coïncidences, ou si je ne devrais pas simplement m'installer là-bas pour de bon, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi l'univers continue de me ramener ici. J'avais peut-être 7 ou 8 ans quand c'est arrivé. Un soir, ma mère me lisait Bilbo le Hobbit avant que je m'endorme. C'était un de ces moments calmes, où la maison est silencieuse et tout semble un peu suspendu dans le temps. Elle lisait à voix haute, tranquillement, et tout à coup, je me suis redressé un peu dans le lit. J'avais l'impression étrange de connaître ce passage. Je lui ai dit, « Je crois que tu m'as déjà lu ce bout-là. » Elle m'a regardé, un peu étonnée, et m'a répondu que non, on n'en était jamais arrivé là dans le livre. Elle a repris la lecture. Mais je continuais d'avoir cette sensation bizarre de déjà-vu. Et puis, sans vraiment y penser, j'ai commencé à réciter les phrases en même temps qu'elle. Mot pour mot. Sans faute. Exactement comme si je les avais lues moi-même des dizaines de fois. Elle s'est arrêtée net, et m'a fixé en silence, pendant que je continuais à réciter le passage à voix haute, sans m'arrêter, comme si je le lisais quelque part dans ma tête. C'était comme si le texte avait toujours été là, gravé en moi. Pourtant, je ne l'avais jamais lu seul, ni entendu ailleurs. J'étais bien trop jeune à l'époque pour l'avoir lu en cachette, et on n'avait pas encore vu de film ou quoi que ce soit lié à cette histoire. J'habitais dans un petit village en Irlande, un endroit où les journées s'étiraient lentement et où il n'y avait jamais vraiment grand-chose à faire. La plupart du temps, mes amis et moi on traînait à notre spot, un coin tranquille au bord de la route. C'était une route un peu bizarre, pas bien large, avec quelques virages serrés, et quand il pleuvait, elle devenait d'une glissance dangereuse. On n'avait rien d'autre à faire que de parler de tout et de rien en regardant les voitures passer. Certains jours des heures pouvaient passer sans qu'on s'en rende compte. Ce jour-là, il pleuvait encore, les nuages étaient bas, et la brume rendait tout un peu flou. On était tous assis là, comme d'habitude, à rigoler, à se raconter des conneries, quand tout à coup, une voiture a débarqué à toute allure. Le bruit des pneus dérapant sur la route glissante nous a fait tout lever la tête en même temps. La voiture a pris le virage à une vitesse folle, bien trop rapide pour les conditions. À cet instant, on a su que ça allait mal finir. Nos cœurs se sont tous serrés, et instinctivement, on a mis nos mains sur la tête, comme pour nous protéger. Un silence lourd est tombé entre nous, pendant que nos yeux suivaient la scène en apesanteur. La voiture a commencé à faire des tonneaux, virevoltant dans l'air, nous laissant tous sans voix. Mais quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Alors que la voiture continuait à rouler en l'air, elle a soudainement glissé seule sur le côté de la route, s'arrêtant brutalement sur le bas-côté. Et là, on a vu le conducteur. Il était assis par terre, les yeux dans le vide, comme s'il s'était matérialisé là, juste après l'impact. On n'a pas réfléchi une seconde. On s'est précipité vers lui, en courant, les jambes presque tremblantes sous le choc. Quand on est arrivé à sa hauteur, il semblait calme. Trop calme. Il nous a regardés, les yeux vides, et a juste dit, « Je sais pas comment », je fermais les yeux, et quand je les ai rouverts, je me suis retrouvé là. On l'a regardé, tous un peu perdus. Comment est-ce possible? Comment pouvait-il être assis là, en dehors de la voiture, intact, alors qu'il venait de subir un accident aussi violent? Ce qui nous a vraiment foutu une trouille monstre, c'est quand on a vu que la clé de la voiture était dans sa poche, pas dans la voiture. Comme si la voiture avait pris le virage toute seule, avec lui à l'intérieur, mais qu'il avait disparu avant l'impact. Quand la police est arrivée, leur réaction était indescriptible. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils ont posé 1000 questions, mais aucune réponse n'a eu de sens. Comment un accident pareil pouvait finir sans une égratignure, sans une marque sur le corps du conducteur? Et cette clé? C'était trop bizarre. On leur a expliqué la scène, comment tout s'était passé,
mais je suis sûr qu'ils pensaient qu'on était fous. Depuis ce jour, personne n'a jamais trouvé d'explication. La voiture n'a jamais été retrouvée dans l'état qu'on aurait dû voir après un accident pareil. Et le conducteur, lui, n'a jamais revu la route de la même manière. Quant à nous, on n'a plus jamais traîné là sans se demander si ce qu'on avait vu était réel, ou si, à cet instant-là, le temps et l'espace avaient décidé de jouer avec nous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.